Ce premier chapitre portera sur la gamétogenèse. Et quand on parle de la gamétogenèse, ceci signifie tout simplement la formation des gamètes. Et gamètes correspond aux spermatozoïdes chez l'homme et à l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 chez la femme. Aujourd'hui, on va traiter l'appareil reproducteur masculin. Avant de commencer par la gamétogenèse, il serait intéressant de donner quelques définitions utiles. Premièrement, différenciation à partir du génome. Donc, ceci veut dire tout simplement la détermination du sexe qui se fait au moment de la fécondation. Si le spermatozoïde porteur du chromosome sexuel Y pénètre l'ovocyte 2, qui est toujours porteur du chromosome sexuel X, alors on obtient un zygote avec une paire de chromosomes sexuels de type XY, donc c'est un futur garçon. Dans le cas contraire, si le spermatozoïde est porteur du chromosome sexuel X, dans ce cas, on obtient un zygote présentant une paire de chromosomes sexuels de type XX, veut dire future fille. Le sexe gonadique, alors là, on parle tout simplement de la gonade. Gonade veut dire testicule chez l'homme et ovaire chez la femme. Notons que jusqu'à la 6e semaine du développement embryonnaire, l'appareil reproducteur est toujours au stade indifférencié. Quel est le devenir de l'appareil reproducteur indifférencié pendant la vie fœtale? Sachant que cet appareil reproducteur est représenté par 3 éléments, à savoir 1. Soit il présente des tubes séminifères lorsque la différenciation se fera dans le sens masculin, soit des ovaires lorsque la différenciation se fera dans le sens féminin. 2. Présence des canaux de Muller. Ces derniers se différencient en oviductes dans l'appareil reproducteur féminin et dégénèrent, c'est-à-dire disparaissent, dans l'appareil reproducteur masculin. 3. Les canaux de Wolff. Ils évoluent en canaux différents dans l'appareil reproducteur masculin et dégénèrent dans l'appareil reproducteur féminin. Remarque, au départ, la différenciation sexuelle se fait toujours dans le sens féminin. Donc, le mâle a besoin
de testicules et de testostérone pour synthétiser des hormones anti-mullériennes. Ces hormones vont empêcher le développement des canaux de Muller. Anatomie de l'appareil reproducteur, c'est-à-dire génital masculin. L'appareil génital masculin offre à décrire deux testicules, des conduits excréteurs, des glandes annexes et un pénis, dit encore organe copulateur. Commençons par la gonade mâle, c'est-à-dire les deux testicules. Ils sont toujours logés dans le scrotum, appelé bourse. La gonade mâle, dont les dimensions sont de 30 et 45 mm, est une glande ovoïde délimitée par un tissu conjonctif appelé albuginé, qui émet des cloisons à l'intérieur du testicule lui-même, formant ainsi entre 200 et 300 lobules, dit encore logette. Chaque lobule renferme à son tour entre 1 et 4 tubes séminifères, dans lesquels s'effectuent les différentes étapes de la spermatogenèse. Maintenant, on parlera des conduits excréteurs. Ces conduits excréteurs sont de deux types, à savoir les conduits excréteurs intratesticulaires, et ils sont représentés par les tubes droits de 1 mm de longueur qui sont en contact avec les tubes séminifères d'un côté et s'ouvrent dans le red testis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé. Ces deux conduits sont noyés dans un tissu conjonctif dit le corps de Higmore. Maintenant, concernant les conduits excréteurs extratesticulaires, ils sont représentés par l'épididyme, constitué par les canaux efférents et le canal épididymaire, dont la longueur est de 6 mètres en moyenne. Les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité et leur pouvoir fécondant, c'est-à-dire le pouvoir de pénétrer un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 lors de la fécondation, dans le canal épididymaire. Maintenant, notons que de l'épididyme se détachent deux canaux différents, droit et gauche. Des deux vésicules séminales se détachent aussi deux canaux éjaculateurs qui débouchent après la prostate dans l'urètre. Maintenant, on passe aux glandes annexes de l'appareil reproducteur masculin qui sont de trois types. Le premier type correspond aux deux vésicules séminales. Les sécrétions des deux vésicules séminales constituent 50% du sperme.
Ces sécrétions à pH acide sont représentées essentiellement par des lipides, les protéines, les sels minéraux et l'acide ascorbique. On trouve aussi du fructose et de la prostaglandine. Deuxième type de glande, c'est la prostate. Ces sécrétions alcalines qui constituent le liquide prostatique neutralisent l'acidité du liquide séminal. En outre, ces sécrétions sont riches en zinc à pouvoir bactéricide. Notons aussi que le liquide prostatique renferme la spermine, qui est une protéine responsable de l'odeur du sperme. Troisième type de glande annexe, c'est les glandes de Cooper, dites encore glandes bulbo-urétrales. Elles se situent de chaque côté de l'urètre et débouchent dans ce conduit à l'entrée du pénis. Elles sécrètent un liquide alcalin qui neutralise l'acidité au niveau de l'urètre. Enfin, le dernier élément qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin, correspond au pénis, dit encore organe d'accouplement, dit encore la verge. Elle est constituée de 3 corps érectiles qui correspondent à 2 corps caverneux et à un corps spongieux. Dans le corps spongieux se trouve l'urètre. Ce corps spongieux se dilate toujours à son extrémité, formant ainsi la tête du pénis, dite le gland, qui est recouvert d'une peau fine et mobile, dite le prépuce. Spermatogenèse. Ce processus débute vers le 18e jour du développement embryonnaire par la mise en place de cellules souches dites gonocytes primordiaux. Ces gonocytes primordiaux ne cessent de se diviser par mitose pendant la vie embryonnaire, c'est-à-dire du 18e au 60e jour du développement, pour assurer un bon stock de gonocytes primordiaux. Ensuite, à partir de la vie fœtale, c'est-à-dire 61e jour du développement fœtal, ces gonocytes primordiaux se différencient en spermatogonie A, D, présentant 2 chromosomes, et ces cellules sexuelles se divisent activement durant toute la vie fœtale. Et ceci a pour conséquence l'augmentation de leur nombre dans les tubes séminifères des 2 testicules. En effet, à la naissance, on retrouve environ 1 milliard de spermatogonies AD par testicule. Ensuite, la spermatogenèse est stoppée de la naissance jusqu'à la puberté. Ensuite, elle reprend jusqu'à la fin de la vie. Diagramme
de la spermatogenèse. À partir de la puberté, et ce jusqu'à la fin de la vie, chaque spermatogonie AD présentant 2 chromosomes se divise par mitose et donne 2 cellules filles, une qui est identique à la cellule mère, donc c'est une spermatogonie AD, et une autre différente de la cellule mère, c'est la spermatogonie AP. Ces 2 cellules sont toujours à 2 chromosomes. Ensuite, la spermatogonie AD se divise encore une autre fois, donnant naissance à une spermatogonie AD, à une spermatogonie AP. Ce processus se répète sans arrêt, assurant ainsi la pérennisation du stock des spermatogonies AD dans les 2 testicules, d'où la présence d'un stock inépuisable de spermatogonies AD. Il est intéressant de noter que c'est la spermatogonie AP qui va continuer le processus de la spermatogenèse. En effet, en se divisant, elle donne 2 spermatogonies B. Toujours, le nombre de chromosomes demeure inchangé, c'est-à-dire 2N. Là, il serait très intéressant de voir sur une coupe histologique faite au niveau du tube séminifère, comment peut-on différencier entre ces 3 variétés de spermatogonie, AD, AP et B. Tout simplement, on tient compte, pour répondre à cette question, de l'aspect de la chromatine. En effet, cette dernière est dense, d'où la présence d'un noyau sombre dans la spermatogonie AD. Cette chromatine est dispersée dans la spermatogonie AP, d'où un aspect clair du noyau. Enfin, cette chromatine est toujours regroupée en amas dans le noyau de la spermatogonie B. L'étape suivante correspond à la division de la spermatogonie B pour donner naissance à 2 spermatocytes, 1 à 2N chromosomes. La taille de cette cellule est nettement plus grande que celle de la spermatogonie B. Remarque, on pourra dire que toutes les étapes de division allant du stade de spermatogonie AP jusqu'au stade de spermatocyte 1 constituent la première phase de la spermatogenèse, en l'occurrence la phase de multiplication, dont la durée est de 27 jours, autrement dit, la division d'une spermatogonie AP pour donner au final 4 spermatocytes 1 met 27 jours. Phase 2, c'est l'accroissement. Chaque spermatocyte 1 augmente de volume. Pourquoi? Tout simplement pour se préparer à la phase suivante, dite phase de maturation.
La phase 3, c'est-à-dire la phase de maturation, nous constatons que chaque spermatocyte volumineux subit sa première division réductionnelle de la méiose dite encore maturation, pour donner naissance à deux spermatocytes 2 qui sont à N chromosomes. Nous constatons que le nombre de chromosomes est réduit de moitié. Par ailleurs, la deuxième division de la méiose est équationnelle et correspond à la division du spermatocyte 2 pour donner naissance à deux spermatides. Remarque, la durée de la phase d'accroissement plus méiose 1, c'est-à-dire division réductionnelle de la phase de maturation, présente une durée de 27 jours. Par contre, la durée de la division M2, c'est-à-dire division équationnelle, présente une durée de 1 jour. Enfin, passons à la quatrième phase qui correspond tout simplement à la spermiogenèse, dite encore la phase de différenciation, durant laquelle nous constatons que chaque spermatide, qui est une cellule arrondie et de petite taille, subit une différenciation pour former un spermatozoïde. La durée de cette phase est de 23 jours. Au total, la durée de la spermatogenèse allant du stade de spermatogonie AP jusqu'au stade de spermatozoïde est de 27 jours pour la phase de multiplication, plus 27 jours pour la phase d'accroissement et la division réductionnelle de la maturation, plus 1 jour pour la division équationnelle, plus 23 jours pour la phase de différenciation. Au total, ça nous fait 78 jours. Et on dira qu'une spermatogonie AP au bout de 78 jours donne naissance à 16 spermatozoïdes. Et ça, on peut le constater avec aisance sur le diagramme. Enfin, à partir de la puberté, une coupe transversale d'un tube séminifère offre à décrire toutes les cellules de la lignée germinale mâle, c'est-à-dire spermatogonie AD, spermatogonie AP, spermatogonie B, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide et spermatozoïde. Cellules somatiques du testicule. Les cellules somatiques du testicule sont de deux types. Premièrement, nous avons les cellules de Sertoli qui se localisent à l'intérieur des tubes séminifères. Deuxièmement, les cellules de Leydig qui s'insinuent entre les tubes séminifères.
Commençons par les cellules de Sertoli. Là, nous avons une coupe transversale du tube séminifère. Nous avons représenté en vert la moitié de la paroi du tube séminifère. À l'intérieur, nous avons une grande cellule très volumineuse et dont la taille est nettement supérieure aux différentes cellules de la lignée germinale mâle. Cette cellule, dite cellule de Sertoli, est représentée en bleu avec un gros noyau ovalaire. Alors, on dira que ces cellules de Sertoli sont toujours plaquées contre la face interne du tube séminifère. La cellule de Sertoli présente un gros noyau ovalaire. Leur taille est toujours nettement supérieure à celle des cellules germinales. Les cellules de Sertoli, bien sûr, assurent la nutrition des cellules de la lignée germinale mâle, la phagocytose des débris cellulaires issus de la spermatogenèse, la synthèse de l'inhibine, et on verra tout à l'heure le rôle de l'inhibine, et enfin la synthèse de l'SBP, protéine transporteuse d'hormones stéroïdiques sexuelles, c'est-à-dire qui se spécialise dans la synthèse de la testostérone, de l'androstendione et de la DHEA, qu'on verra tantôt. Alors, toujours si je reviens sur ce schéma-là, nous constatons que la membrane plasmique de la cellule de Sertoli présente des invaginations dans lesquelles se localisent les différentes cellules de la lignée germinale mâle. Enfin, les cellules de Leydig se trouvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le liquide interstitiel entre les tubes séminifères. Elles constituent une glande endocrine diffuse, vu que les cellules ne sont pas juxtaposées, et qui est responsable de la fonction endocrine des testicules. On dira aussi que les cellules de Leydig sécrètent essentiellement la testostérone et à un degré moindre l'androstendione et la DHEA, dihydroépiandrostérone. Rôle des hormones testiculaires. Les hormones élaborées par le testicule, à savoir la testostérone et l'androstendione et la DHEA, sont de nature stéroïdique. Elles sont transportées des cellules de Leydig vers les organes cibles par les transporteurs spécifiques appelés SBP. Pendant la vie embryonnaire et fœtale, la testostérone agit sur l'apparition des caractères sexuels primaires, c'est-à-dire la différenciation sexuelle, autrement dit, mise en place de l'ébauche de l'appareil reproducteur masculin. Et à partir de la puberté, la testostérone contrôle les différentes phases de la spermatogenèse, c'est-à-dire la phase de multiplication, la phase d'accroissement, la phase de maturation et la phase de différenciation. Ça, c'est le premier point, et agit aussi sur l'apparition des caractères sexuels secondaires à partir de la puberté, tels que la mue de la voix, c'est-à-dire
le changement du ton de la voix chez le jeune pubère, elle devient plus ou moins rauque, aussi l'apparition des poils. Enfin, on dira aussi que l'androstendium associé à la DHEA agissent sur les organes génitaux externes tels que le gland, le pénis, agissent aussi sur les glandes annexes, c'est-à-dire les deux vésicules séminales, la prostate et les glandes bulbo-urétrales, et enfin agissent sur la croissance et le métabolisme. Donc ce sont des hormones anabolisants. Avant de commencer par la régulation des sécrétions testiculaires, il serait très intéressant de faire un petit rappel concernant la topographie, c'est-à-dire la position et l'anatomie du complexe hypothalamo-hypophysaire. Comme le montre la figure qui se trouve à gauche en bleu, le complexe hypothalamo-hypophysaire est représenté en rose et on voit très bien qu'il se positionne juste au niveau du plancher du troisième ventricule du cerveau. À droite, c'est le même schéma. On voit très bien l'hypothalamus. Dans sa partie antérieure se trouve en contact avec le plancher du troisième ventricule et du côté opposé, il fait jonction avec l'hypophyse par l'intermédiaire de la tige pituitaire appelée encore la tige hypophysaire. Juste en dessous, nous avons le troisième schéma qui montre le détail du complexe hypothalamo-hypophysaire et on voit très bien la présence dans l'hypothalamus de neurones hypothalamiques. Ces neurones se spécialisent dans la libération de neurohormones telles que les GnRH et les GnIH. GN veut dire gonadostimuline. Et les gonadostimulines, nous avons la FSH et la LH. Alors, une fois que ces neurohormones sont élaborées par les neurones hypothalamiques, sont déversées dans le premier réseau capillaire qui les transmet à la veine porte qui, à son tour, va les envoyer vers le deuxième réseau capillaire qui se trouve au niveau de l'anté-épophyse, c'est-à-dire l'épophyse antérieure. Ces neurohormones vont agir sur les cellules endocrines de l'épophyse. Un taux faible en testostérone dans le sang, c'est-à-dire lorsque sa concentration se trouve en deçà de la normale, ceci provoque le feedback positif. En effet, ce signal qui signifie taux faible en testostérone dans le sang va alerter le cortex cérébral qui, à son tour, va transmettre l'information à l'hypothalamus. Une fois que l'hypothalamus reçoit cette information, automatiquement, il va synthétiser deux types de neurohormones. Les GnRH qui sont donc la FSH-RH
et la LHRH, Releasing Hormone. Alors, c'est quoi la LHRH et la FSH-RH? Donc, c'est des hormones hypothalamiques qui vont stimuler la synthèse des gonadostimulines, c'est-à-dire qui stimulent la synthèse de la FSH et de la LH par l'anté-hypophyse. Très bien. Alors, une fois que la FSH, RH et la LH, RH sont déversés dans le premier réseau capillaire, passent ensuite dans la veine porte qui à son tour va transmettre ces GNRH au niveau du deuxième réseau capillaire qui va les transmettre directement aux cellules de l'anté-hypophyse. Une fois que l'anté-hypophyse est imprégnée par les GNRH, c'est-à-dire la FSH-RH et la LH-RH, automatiquement, il va excréter les gonadostimulines, à savoir la FSH et la LH, dans la veine porte. Ces deux hormones, qui sont donc élaborées par le complexe hypothalamo-hypophysaire, vont agir à distance, c'est-à-dire vont agir sur le testicule. En effet, la FSH va stimuler les cellules de Sertoli. Ces dernières vont à leur tour excréter les SBP, c'est-à-dire c'est des protéines transporteuses de stéroïdes, c'est-à-dire la testostérone, l'androstendione et la DHEA. Encore, les cellules de Sertoli vont favoriser la spermatogenèse, vu qu'elles sont très actives, donc vont assurer surtout la nutrition des différentes cellules de la lignée germinale mâle, c'est-à-dire spermatogonie AD, spermatogonie AP, spermatogonie B, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide et spermatozoïde. De l'autre côté, la LH va agir spécifiquement sur les cellules de Leydig et ces dernières vont excréter essentiellement la testostérone. Et cette testostérone est là pour réguler, pour surveiller toutes les étapes de la spermatogenèse, à savoir la phase de multiplication, la phase d'accroissement, la phase de maturation et la phase de différenciation. Un taux trop élevé en testostérone dans le sang va provoquer le processus du feedback négatif. En effet, ce signal sera transmis au cortex cérébral qui, à son tour, va alerter l'hypothalamus. Alors, sur place, l'hypothalamus arrête la synthèse de GNRH et plus exactement la synthèse de la LHRH. En même temps, il va synthétiser un autre type d'hormone appelé LHIH. Cette LHIH arrive au niveau de l'anté-hypophyse et une fois que cette anté-hypophyse est imprégnée par la LHIH, donc sur place, il arrête la synthèse de la
LH. Conséquence, le taux de la LH diminue significativement dans le sang. Donc, ceci se répercute sur les cellules de Leydig dont la physiologie dépend de la LH. Conséquence, les cellules de Leydig stoppent la synthèse de la testostérone. Donc, pas de testostérone, automatiquement, les différentes phases de la spermatogenèse vont être bloquées. Maintenant, concernant la deuxième hormone qui est la FSH, elle, à son tour, elle ne dépend pas de l'hypothalamus. Elle dépend de l'inhibine, cette protéine qui est synthétisée par les cellules de Sertoli. En effet, un taux élevé en inhibine va agir sur l'antéhypophyse qui, à son tour, arrête la synthèse de la FSH. Conséquence, l'activité des cellules de Sertoli est arrêtée, veut dire que la synthèse de l'SBP est arrêtée et en même temps, il y a arrêt de la spermatogenèse vu que les différentes cellules de la lignée germinale de cette spermatogenèse dépendent étroitement de la cellule de Sertoli qui assure leur nutrition.